Alors, on va passer au grand 2. Voilà, on va regarder un petit peu les moteurs thermiques. Hein. Voilà. Voilà. Alors, une question un petit peu théorique. On va étudier les moteurs monothermes d'abord. Moteur monotherme, ça veut dire qu'on n'aurait qu'une seule source de chaleur. Donc, est-ce qu'on peut faire un moteur fonctionnant avec un cycle qui fonctionne avec une seule source de chaleur? Donc, l'idée, ce serait, imaginons que j'ai un bateau. Est-ce que je peux puiser de l'énergie interne dans la mer, d'accord, sous forme de chaleur, pour la transformer en énergie mécanique et faire avancer le dit bateau? D'accord. Bon. Alors, est-ce que c'est possible, ça? Ça serait assez intéressant. Hein. On peut imaginer, on puise de l'eau à 15 degrés, 20 degrés, et puis on rejette de la glace. D'accord. Donc, on peut comme ça puiser, normalement, on pourrait puiser de l'énergie interne. Bon. Hein, le premier principe n'interdit pas ça. Et transformer cette énergie en énergie mécanique, alors que la conservation de l'énergie est tout à fait satisfaite. Alors, regardons si c'est possible. On applique le premier principe sur un cycle à sigma F. Je rappelle que c'est ça, donc ça veut dire que W plus Q vaut 0. OK. Et Q, c'est uniquement le transfert thermique reçu du thermostat. D'accord ? Moi, ce que je veux, c'est que moins W soit positif, parce que je veux fournir de l'énergie mécanique, d'accord? Donc, ça veut dire que Q est positif. Bon, ça paraît logique. Hein. Il faut que je reçoive de la chaleur de la part du thermostat pour la transformer en énergie, d'accord? Enfin, quand je dis je, c'est sigma F. Sigma F doit puiser de la chaleur, donc de l'énergie interne, dans le thermostat pour la transformer en énergie mécanique. C'est le premier principe, c'est la conservation de l'énergie. Voilà. C'est ce que je dis. Hein. Sigma F doit recevoir positivement de la source de chaleur, recevoir positivement de la chaleur, de la source, doit recevoir positivement de la chaleur de la source pour la convertir en énergie mécanique. Appliquons le deuxième principe. Je le refais un petit peu, d'accord? Dans le deuxième principe, sur le cycle, la sigma F est non thermostat. Si je refais la théorie précédente, ça fait le delta S du cycle plus le delta S du thermostat. Le delta S du cycle, ça va faire 0. Le delta S du thermostat, c'est moins le transfert thermique reçu par sigma F divisé par T thermostat. Et ce delta S, il ne peut être que positif. Donc finalement, le moins Q sur TTH ne peut être que positif. Donc en fait, le Q ne peut être que négatif. Voilà. C'est-à-dire que le transfert thermique, moi je voulais un Q positif, d'accord ? Ce transfert thermique dans ce sens-là n'est pas envisageable. Donc on ne peut pas, si vous voulez, si on veut satisfaire le second principe, transférer de la chaleur d'un thermostat vers un système qui va évoluer de manière cyclique. C'est pas possible. Donc en fait, forcément, Q est négatif, ça veut dire que sigma F reçoit de la chaleur négativement de la part du thermostat, ça veut dire qu'en fait, il y a nécessairement transfert de chaleur dans ce sens-là. D'accord ? Voilà. C'est-à-dire que le thermostat ne peut... Lui, il veut que son entropie augmente. Donc pour voilà, d'accord ? Donc le delta S thermostat, et forcément, c'est ça qui va être positif ou nul, parce que le delta S sigma F vaut 0. Donc le premier principe, finalement, me laisse à delta S thermostat positif. Pour que le delta S et le delta S thermostat, je voulais rappeler, c'est le delta U thermostat sur TTH. Donc forcément, l'énergie interne du thermostat va croître. D'accord ? Forcément, l'énergie interne du thermostat va croître. Et donc, ceci ne peut se faire que par rapport de chaleur. D'accord ? Voilà. Voilà, ça ne peut se faire que par rapport de chaleur. Donc, donc si... ok. Donc, augmentation... l'ensemble thermostat non sigma F ne peut voir son entropie que croître. Donc, en fait, c'est le thermostat qui ne peut voir son entropie que croître. Donc, il ne peut que recevoir de la chaleur. D'accord ? Voilà. Donc, donc finalement, ça va fonctionner dans le sens inverse, puisque en fait, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir donc Q est négatif, donc W sera positif, et en fait, donc, je ne peux avoir que dégradation d'énergie mécanique en chaleur. Voilà, je ne peux pas avoir l'inverse. Voilà. Donc, le thermostat ne cède pas positivement la chaleur à sigma F. Voilà, d'accord, donc ça, c'est pas possible. Donc voilà, donc l'énoncé du second principe de Thomson, c'est que l'énoncé du second principe, c'est les moteurs monothermes n'existent pas.
Voilà. Alors, il est impossible donc, de créer de l'énergie mécanique à partir d'une seule source de température. Donc, comme je vous le dis, on ne peut pas puiser de l'énergie interne voilà, dans une seule source de température. Hein. Voilà. Voilà, ça, c'est ce qu'on appellerait un moteur perpétuel de seconde espèce. Hein. Moteur perpétuel de seconde espèce, donc qui puise son énergie dans une seule source de température. Voilà. Le moteur perpétuel, au sens habituel, c'est le moteur perpétuel de première espèce, qui lui ne puiserait son énergie dans rien du tout, qui pourrait comme ça fournir de l'énergie ex nihilo. Alors ça, on est quand même assez convaincu que ça ne peut pas exister, mais voilà, parce qu'évidemment celui-là, il est carrément pas compatible avec le premier principe. Hein. Moteur perpétuel, bon, il viole le second principe. Il viole le premier principe, pardon. Moteur perpétuel au sens habituel, hein, voilà, de première espèce. Voilà. Bon, le moteur perpétuel de seconde espèce, qui ne violerait pas le premier principe, néanmoins violerait le second principe, donc n'est pas possible. Voilà, donc on ne peut envisager qu'un moteur, avec au moins deux sources de chaleur, deux sources de thermostat, d'accord ? Voilà, c'est ce qu'on appelait les moteurs dithermes. D'accord ? Alors ces moteurs fonctionnent avec deux sources de température, deux thermostats. Exemple de ça, en gros, c'est tout ce qui existe. Tous les moteurs qui existent sont dithermes, enfin sauf curiosité de laboratoire qui sera peut-être tritherme, mais enfin voilà, tout ce qui existe industriellement en pratique sont des moteurs dithermes. Tous ceux qu'on a vus sont des moteurs dithermes. Alors, ces deux sources, on va leur donner un nom. La source de température, dont la température est la plus élevée, donc je vais les mettre indice 1, on va l'appeler la source chaude. Et la source de température dont la température T2 est la moins élevée, c'est la source froide. Voilà, donc on se mettra toujours dans le cas T1 supérieur à T2. D'accord ? Alors, réécrivons le premier principe, c'est le delta U de sigma F qui vaut 0 sur un cycle. Voilà, donc W, le travail donc reçu par sigma F directement et indirectement sur un cycle, plus Q1, ce qui est reçu ici, ce qui est reçu de T1, d'accord, reçu le thermostat à température T1, Q2, c'est ce qui est reçu du thermostat à température T2, donc W plus Q1 plus Q2, ça vaut 0, je n'ai pas mis les points de suspension parce que là j'ai vraiment que deux sources. Alors le moins W qui est positif dans le cas du moteur, c'est moins W qui est positif, ça vaut Q1 plus Q2. D'accord ? Alors ce qu'on peut montrer ici, c'est que forcément Q1 est positif. Alors, ce qu'on s'en doute un petit peu, c'est forcément la source chaude qui va fournir l'énergie pour faire tourner le moteur. Alors bon, c'est une démonstration qu'on peut faire, donc on va la faire. Moins W égale Q1 plus Q2, c'est positif, donc je vais tout multiplier par moins 1 sur T2. Vous allez voir pourquoi. Je multiplie tout par moins 1 sur T2, donc c'est négatif. Donc ça me fait moins Q1 sur T2, moins Q2 sur T2, négatif. D'accord ? Voilà. Le premier principe, on vient de le voir tout à l'heure, je ne détaille pas, c'est le delta S de l'ensemble. Thermostat plus sigma F plus haute thermostat 2. Le delta S de sigma S vaut 0, il ne me reste plus que le delta S des thermostats. Voilà, et avec les changements de signe qu'on opère, ça fait 1 inférieur ou égal à 0. Je rappelle que c'est strictement négatif si c'est irréversible et égal 0 si c'est réversible. Donc le premier principe, il me donne cette équation, d'accord, d'où en sommant membre à membre avec ça, je l'ai fait exprès, je voulais me débarrasser de T2, d'accord. Donc je me suis arrangé ici, comme j'ai un Q2 ici sur T2, c'est pour ça que j'ai multiplié ici par moins 1 sur T2, d'accord. Voilà, de manière à me débarrasser de Q2, donc je ne récupère plus qu'une équation avec Q1. Ça fait Q1 sur T1 moins Q1 sur T2. D'accord ? Si on fait la somme membre à membre, j'ai la chance que, évidemment, les deux inégalités sont dans le bon sens, strictement inférieur à 0 et inférieur ou égal à 0. Alors, ça fait donc strictement inférieur ou égal à 0. Et donc, ce qui fait, ça fait Q1 facteur de 1 sur T1 moins 1 sur T2, strictement inférieur à 0. Alors, T1, c'est plus grand que T2. Donc 1 sur T1 est plus petit que 1 sur T2. Donc, ce terme-là, ici, il est négatif. D'accord, voilà. Et le produit est négatif, donc Q1 est positif. Voilà, donc bon, voilà. Ce qui est tout à fait logique. Voilà. Donc logiquement, la source chaude, la source à plus haute température, cède positivement de la chaleur à sigma F pour que ce sigma F transforme cette énergie en énergie mécanique. Qu'il la transforme en énergie mécanique. Alors qu'est-ce qu'on voit ici ?
on peut voir que si j'applique toujours le second principe, Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 inférieur ou égal à 0, ça me fait moins Q2 sur T2. Si j'isole ça, d'accord, je le passe ici, ça me fait moins Q2 sur T2 supérieur à Q1 sur T1, d'accord. Et comme Q1 est positif, ça veut dire que ce Q1 sur T1 est supérieur ou égal à 0. Donc ça me fait moins Q2 positif, donc Q2 négatif. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que sigma 2 reçoit négativement la chaleur de la part du thermostat à température T2, ça veut dire qu'il lui cède positivement la chaleur. Un sigma F cède positivement la chaleur à la source froide. Voilà, d'accord. Donc avec ça, j'ai l'essence de transfert ici, d'accord. Donc là, j'oriente les transferts thermiques. Hein. Voilà, donc j'ai ici la source chaude qui fournit de la chaleur à sigma F. D'accord. Et cette chaleur, en fait, elle va être... voilà, donc ici, j'ai mis la flèche dans ce sens-là pour dire que sigma F cède de l'énergie mécanique à un système extérieur. D'accord. Et il cède aussi la chaleur Q2. Hein, et on va voir que ces trois quantités, on voit qu'elles sont liées, mais je vais vous l'écrire pour que ce soit un petit peu logique. Voilà. Donc, voilà, on va, je dirais, transformer une partie de cette chaleur Q1 en travail, en énergie mécanique, en énergie potentielle, électrique, mécanique, etc. D'accord. Mais on ne peut pas en fait la transformer complètement. Alors, regardons ce qui se passe. Le rendement d'un moteur, c'est quoi? C'est l'énergie mécanique produite sur le transfert thermique payé, entre guillemets. Alors, je vous ai dit, l'énergie mécanique produite, vous prenez toujours ces moins W, même si on ne le démontre pas. Et puis le transfert thermique payé, on voit évidemment, par rapport aux exemples précédents, dans une centrale nucléaire, c'est ça qui coûte. Ce n'est pas le transfert thermique vers la source froide qui ne coûte rien, puisque c'est le transfert thermique vers quelque chose qui est naturellement présent. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est intéressant de réécrire ce premier principe d'un point de vue plus technique. Alors, je vais écrire que Q1 qui est positif, ça vaut moins W moins Q2. Alors que j'ai écrit comme ça, moins W moins Q2 égale Q1. Alors moins W c'est positif, parce que c'est justement l'énergie mécanique cédée à l'extérieur, c'est ce qui m'intéresse. Et le moins Q2, on vient de voir que c'était positif. En fait, c'est l'énergie, moins Q2, c'est l'énergie thermique reçue par le thermostat T2. D'accord. Voilà, donc ce qui est fourni par T1 est transformé en énergie mécanique et est cédé au thermostat T2, donc est perdu. Parce qu'évidemment, on n'a pas du tout envie. Ça, ce qu'on veut, c'est que ce soit évidemment le plus petit possible. Vous pouvez même s'annuler, ça serait pas mal. C'est-à-dire, vous pouvez transformer toute l'énergie thermique en énergie mécanique, ça sera évidemment le mieux. Malheureusement, ça n'est pas possible à cause du second principe. Donc, ce Q2, on ne peut pas l'annuler. Voilà. Donc, ce qui fait que tout le transfert thermique payé ne sera pas transformé en énergie mécanique. Voilà, d'accord. Donc toute la chaleur payée n'était pas transformée en énergie mécanique. Voilà, d'accord. Donc sigma F récupère Q1 sous forme d'énergie interne, ce qu'on peut dire, forcément, parce que le transfert thermique, c'est directement l'énergie interne. Et donc seulement une partie sera convertie en énergie mécanique. D'accord. Donc c'est la dilatation du gaz, essentiellement, la transformation liquide-vapeur. C'est ça, la transformation, elle est là, quoi. Mais il y a une partie, si vous voulez, du transfert thermique Q1 qui va rester sous forme d'énergie interne, d'accord, qui ne sera pas transférée en énergie potentielle. Voilà ce qui se passe. Voilà. Et donc, ce qui n'est pas transformé en énergie potentielle, ça ne nous sert plus à rien, ça empêcherait le moteur de retourner. Donc voilà, donc le reste sera évacué, perdu dans la source froide. Ce qui reste en énergie interne de Q1 va partir dans la source froide. C'est ça le moteur, quoi. Alors, l'évaluation donc de notre rendement, état c'est moins W sur Q1. Alors justement, voilà, pour évaluer ce W, c'est très simple d'utiliser le premier principe. Moins W c'est Q1 plus Q2. C'est pour ça que bien souvent je ne vous l'ai pas fait évaluer ce W, parce que dans les cas réversibles ça aurait été un petit peu compliqué, possible mais un peu compliqué. Et donc en utilisant ça, ça va être très simple. Voilà, donc ça fait 1 plus Q2 sur Q1. Alors, ce Q2 sur Q1, si j'utilise le second principe, on a cette équation-là. D'accord? Je vais réécrire un peu mieux. Voilà.
Donc c'est ça qui est ici, Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 inférieur ou égal à 0. Alors je peux diviser par Q1, puisqu'on a vu que c'était positif, sans changer le sens de l'inégalité. Donc c'est ce que je fais ici. Je divise par Q1, et ensuite je peux très facilement faire passer 1 sur T1 à droite, et multiplier par T2. D'accord ? Donc si je fais passer 1 sur T1 à droite, ça va faire moins 1 sur T1, et en multipliant par T2, ça me fera moins T2 sur T1 à droite, et Q2 sur Q1 à gauche. Donc Q2 sur Q1 est inférieur à moins T2 sur T1, et d'autre part, eta vaut 1 plus Q2 sur Q1. Donc ça va me permettre de faire une inégalité sur eta. Donc eta, il va être inférieur ou égal à 1 moins T2 sur T1. D'accord ? Voilà. Et ce 1 moins T2 sur T1, je vais l'appeler état indice C, parce que c'est le état maximum, c'est le rendement maximum qu'on peut avoir. Alors pourquoi indice C ? Parce que c'est Carnot qui le premier a montré que le rendement ne pouvait pas dépasser en fait cette valeur. Donc état indice C, c'est le rendement de Carnot du moteur d'iterme. Voilà, donc c'est le maximum, c'est le rendement maximum qu'on peut avoir. Si ce cycle est parcouru réversiblement, on a en fait le signe égal. Donc le rendement est maximal. Et état vaut alors état C qui vaut 1 moins T2 sur T1. Alors, il y a un cycle, le cycle qui est parcouru entièrement réversible, c'est le cycle de Carnot. Bon, j'ai failli vous mettre en DS9, et puis bon, je préférais vous mettre une machine frigorifique. On pourrait faire, alors il y a 2 adiabatiques réversibles et 2 isothermes réversibles en fait. Alors pour voir que ça, alors souvent on vous le présente dans les bouquins, mais bon voilà, c'est d'une manière parfaitement abstraite, on voit absolument pas comment est-ce qu'on peut récupérer de l'énergie avec ce truc. Donc j'aurais pu vous le présenter avec un système piston-cylindre et voir qu'effectivement, de manière complètement réversible, on pouvait gagner de l'énergie potentielle en posant des DM sur des pistons. Voilà, et en faisant des transferts de chaleur parfaitement réversibles. Voilà, alors évidemment, d'un point de vue pratique, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, donc si on est réversible partout, dans toutes les étapes, on atteint ce rendement maximum, qui n'est pas non plus, c'est pas non plus 1, c'est un rendement qui est quand même ce qu'il est, mais bon. Et sinon, on est en plus strictement inférieur à ce rendement de Carnot, si c'est réversible. État strictement inférieur à état C. Alors, ce qui est évidemment très étonnant, c'est que ce rendement ne dépend pas de la manière dont on a fabriqué le moteur. Il ne dépend que de la température des sources. Donc on aura beau se casser la tête à fabriquer un moteur comme ci ou comme ça, on ne dépassera jamais ce rendement. Voilà, d'accord. Alors on peut se casser la tête à s'en approcher le plus possible. Alors, ça c'est sûr. Mais sinon, c'est pas la peine de vouloir aller au-delà. Alors, présenté comme ça, on peut se dire, si je suis rigoureusement réversible, j'ai état égal état C, et puis sinon, c'est inférieur, mais bon, et puis quoi Alors, c'est quand même l'idée quand même, si vous voulez, que j'ai voulu vérifier, c'est que plus on s'approche de la réversibilité, meilleur sera le rendement. Alors, c'est ce que je vous ai un petit peu montré dans le DM, DS, etc. Entre le TD, cycle de Joule irréversible, et celui qui était partiellement réversible, on voit qu'on gagne en rendement. Dans le DS, c'était plutôt une machine thermique. On verra ça un petit peu plus tard. Mais celle qui était réversible était plus efficace. D'accord ? Celle qui était partiellement réversible était beaucoup plus efficace que l'autre. Voilà, et dans le cas du cycle de Rankine, là, je n'ai pas fait les deux cas. Je n'ai pas fait le cas réversible, irréversible. C'était un petit peu pénible, mais je me suis quand même... j'ai pris les cas où il y avait le plus de réversibilité, de manière à ce qu'on ait les meilleurs rendements. D'accord ? Voilà, d'où l'importance de cette réversibilité en thermo, dont je vous parle depuis pas mal de temps. Voilà, c'est qu'en fait, pourquoi c'est important ? Parce que c'est dans ces situations de réversibilité qu'on va atteindre les meilleurs rendements. Et la thermodynamique, elle est née, je dirais, de ces problèmes de moteur. Voilà. Alors, évaluation du rendement numérique pour une centrale, du rendement de Carnot, pardon. Évaluation numérique du rendement de Carnot pour une centrale nucléaire. Alors, état indicé, ça nous fait 1 moins T2 sur T1. Le T2, c'est la source froide. 273 plus 20. D'accord ? Et l'autre, la source chaude, c'est 273 plus 340. Donc, allez, grossièrement, j'ai pas de calculatrice sous la main. Ça fait 1,5, quoi. D'accord ? Parce que ça fait du 300 sur 600 à peu près. Ça fait à peu près 300 sur 600. Donc, on a 1 moins 1,5, ça fait 1,5. Donc, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Voilà. Donc, on peut, par différentes astuces, s'en rapprocher relativement. Mais il faut voir qu'on est de toute façon en dessous de ça. On est en dessous de ça. Voilà, d'accord. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un système relativement basse température. À une centrale à gaz,
hein, où on va produire par combustion le gaz à beaucoup plus haute température, voilà, on a au moins le rendement de Carnot qui est plus élevé. Après, est-ce que en pratique, on arrive à des rendements plus élevés? Alors, la réponse est oui. Hein, voilà, mais déjà, à la base, hein, voilà, le rendement de Carnot déjà d'une centrale nucléaire, comme c'est un système à basse température, on ne va pas avoir des très gros rendements. Voilà donc pour ces moteurs, on va passer au